Bienvenue dans le Culture Mag, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles et puis tout ce qui fait la culture ici et là-bas. Au sommaire, aujourd'hui bien évidemment Cannes. Nous évoquerons aujourd'hui la thématique guerre qui plane cette année en sélection officielle et puis non officielle. Nous évoquerons la personnalité complexe du cinéaste Ken Loach et puis toujours dans la série de portraits consacrés aux cinéastes israéliens présents à Cannes, nous vous proposerons aujourd'hui le portrait de Nadav Lapid. Son deuxième film, L'Institutrice, est passé en séance spéciale dans la semaine de la critique. Dans ce journal également de la musique, Turc, The Group, The Ottoman viendra nous expliquer ce que c'est que le son turc. Ils ont enregistré spécialement pour le Culture Mag un morceau du répertoire classique de Refik Fersan. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité à nos programmes. Direction Cannes avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Juste avant cela, les temps sont un peu durs pour les chefs opérateurs. Carlo Varini, à qui l'on doit entre autres le Grand Bleu, a trouvé la mort dans un incendie. Il avait 67 ans. C'est lui qui avait signé les images donc, de ce film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Le festival se termine ce samedi et puis une thématique se profile, celle de la guerre du couple, avec le film de Thomas Caillet, dont personne n'avait entendu parler il y a un mois. Le film Les Combattants a déjà été présenté en compétition dans la quinzaine des réalisateurs. Il a emballé littéralement la croisette. La guerre encore avec ce mercredi hors compétition, le magnifique documentaire de Laurent Becquet-Renard, Des hommes et de la guerre, c'est le titre. C'est un documentaire qui suit des GI revenus d'Irak. Et puis enfin, il y a Laetitia Loreni, le grand retour en compétition officielle de Michel Hazanavicius avec The Search. The Search, voilà, le voilà qui s'attaque à un long métrage sur la seconde guerre de Tchétchénie après la légèreté de The Artist qui a fait le tour de la planète en obtenant beaucoup de récompenses. Voilà un sacré long métrage de plus de 2 heures et demie avec dans le rôle principal Bérénice Bejo et Annette Bening. Le premier trailer est disponible et vous allez voir, c'est un gros poisson. From the beginning, the testimonies have been about absolutely inhuman violence. Whole villages are being destroyed. Whole families are just wiped out. And then you never know why there's a kid who makes it. Some of them are so little that it's just a miracle sometimes. You just imagine what ideas we're putting into their heads. You mean we're creating future fighters? C'est sombre. Voilà, c'est sombre. On peut ajouter que Michel Hazanavicius vient d'être annoncé comme le réalisateur de la prochaine comédie Will, qui est produite par Will Ferrell, où on retrouvera dans le rôle principal un autre nom à consonance grecque, celui de Zach Galifianakis, qui était le gros barbu dans Very Bad Trip. Voilà encore un tout autre registre pour Michel Hazanavicius. Donc ça, c'est pour The Search. Et jeudi, Laetitia Loreni, quid de la compétition officielle? Alors, dans la compétition officielle, on retrouvera le vétéran britannique Ken Loach, qui, lui, se confiait sur ses frayeurs de présenter des nouveaux longs métrages au public. Il avait peur de faire preuve de non-sens cinématographique, mais le voilà qui est en compétition à la quête de la Palme d'Or, Jimmy's Hall. C'est un film qui prend place dans une Irlande des années 30, 10 ans après la guerre civile, où tous les espoirs sont encore possibles. C'est une histoire vraie, celle de Jimmy Gralton, qui s'est battu à corps et à cri pour raviver le Hall, un foyer où on pouvait se retrouver pour notamment danser, étudier, discuter, mais les idées progressistes du personnage principal Jimmy ne sont pas du goût de tout le monde. On retrouve donc bien la patte de Ken Loach, qui est connu pour ses idées extrême gauche, qu'il s'agisse de la société de consommation de l'Occident ou bien même d'Israël. Autre chose dans la sélection Alors, dans la sélection, plutôt un certain regard... dans la sélection officielle, on retrouvera le jeune, très jeune réalisateur Xavier Dolan. Jeune, mais bon, c'est son 5e film. Il en a déjà 4 qui sont partis à Cannes et pour lesquels il a déjà reçu des prix. Le film s'appelle Mommy. Et puis, le cinéma québécois est de plus en plus présent. Xavier Dolan en est la preuve, mais on a pu voir aussi auparavant Jean-Marc Vallée ou encore Ken Scott et son Starbucks qui avait fait un carton international. Donc voilà, le cinéma québécois étonne. Xavier Dolan n'a plus rien à prouver à seulement 25 ans. Et puis voilà, il est à présent à la conquête lui aussi de la Palme d'Or.
On lui souhaite bonne chance. 25 ans, on lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup Laetitia Loreni. On va terminer avec vous cette page Cannes avec un nouveau portrait. Toute la semaine, nous nous sommes intéressés aux cinéastes israéliens présents à Cannes. Voici celui de Nadav Lapid. Il a présenté lundi dernier à la Semaine de la Critique son film L'Institutrice. Son portrait, c'est signé Margot Stellman avec David Gombin. Né dans une famille d'artistes, diplômé de l'université de Tel Aviv en philosophie et en histoire, Nadav Lapid commence sa carrière dans le journalisme. Passionné par la littérature, en 2010, il écrit un roman intitulé Dans son corps et passe totalement inaperçu. Nadav Lapid poursuit son parcours avec des études à l'école de cinéma Sam Spiegel à Jérusalem, où il réalise plusieurs courts-métrages, tous sélectionnés à Cannes, Berlin ou encore Locarno. Parmi les 6 cinéastes israéliens présents à Cannes cette année, Nadav Lapid n'est pas la figure la plus connue, mais probablement l'une des plus appréciées de la critique. En 2011, son premier long-métrage, Le Policier, avait su retenir l'attention, notamment en Suisse, à Locarno, où le jury lui avait accordé un prix spécial. En 2012, il obtient également le prix du public au Festival des Trois Continents à Nantes. Son film Le Policier nous emmène en plein cœur d'une confrontation entre les forces israéliennes antiterroristes et un groupe de jeunes révolutionnaires en lutte contre une société inégalitaire et raciste. Le film avait provoqué une vaste polémique en Israël. Il avait été interdit aux moins de 14 ans alors qu'il ne comportait aucune scène de violence ou de sexe explicite. Certains parlaient vraisemblablement de censure politique. Cette année à Cannes, L'Institutrice, son nouveau film, est présenté en première mondiale à la Semaine de la Critique. Tout comme Le Policier, c'est un film de résistance, mais cette fois sans provocation ni grand discours, mais avec une intelligence et une sensibilité artistique exceptionnelles. Avec L'Institutrice, le jeune cinéaste israélien nous fait revenir à la maternelle. Le pitch, une enseignante décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent envers et contre tous. Avec son nouvel opus, Lapid se demande si dans un monde mené par le matérialisme et la consommation, reste-t-il une place pour la culture et la sensibilité. Shemesh. Vous êtes dans le Culture Mag. Merci de votre fidélité à suivre le groupe de musique The Ottoman. Ils sont israéliens et juifs et jouent de la musique orientale turque. On les entendra. En attendant, voici les highlights, l'agenda des expositions. Passez 24 heures au Centre Pompidou pour voir ou revoir The Clock, l'œuvre vidéo de Christian Maclay. Spectaculaire et hypnotique, le mécanisme cinématographique de ce film est réglé avec la précision d'une horloge. Christian Maclay orchestre des milliers d'extraits de films puisés dans toute l'histoire du cinéma pour composer un monument artistique qui indique l'heure en temps réel. Une œuvre vidéo surprenante à voir au Centre Pompidou jusqu'au 2 juillet. Après Londres, l'expo itinérante consacrée à David Bowie se pose à Berlin, ville d'inspiration pour la rockstar à la fin des années 1970. Le Martin Gropius Bau propose une exposition multimédia avec 300 objets des collections du David Bowie Archive, dont des manuscrits, costumes de scène, photographies, films et instruments de musique. L'exposition David Bowie au Martin Gropius Bau Museum de Berlin jusqu'au 10 août. Artiste et ancien mannequin, Kristina Krastekova présente sa dernière exposition de vidéo art intitulée Orbital à la galerie Tzadik à Jaffa. Dans ses films, Krastekova pousse le spectateur à regarder au-delà de la beauté apparente et nous emmène dans un univers zen où la nature est reine. Les vidéos sont accompagnées d'une bande sonore originale composée de lectures de poèmes, cris et chuchotements. Belle reconversion pour un top modèle. À voir jusqu'à Jaffa, jusqu'au 30 mai. Voilà, et de la musique maintenant pour terminer ce journal de la culture. Nous recevons sur le plateau les artistes Harel Shahar, bonjour. Nous avons avec lui son musicien Yaniv Tachman qui joue de l'oud et vous Ben Dagovic qui joue des percussions et vous Shahar, vous jouez de la clarinette turc. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Vous, avec votre groupe, les Ottomans, vous mixez les sonorités jazz, klezmer, gypsy et surtout les sonorités turques. Je voudrais savoir ce que c'était que le son turc. Le son turc, la sonorité turque, prend source dans les gammes et dans la mélodie turque.
Nous jouons une musique qui s'inspire de la tradition musicale turque. Nous aimons beaucoup la musique turque tous les trois et nous l'apprenons en profondeur. Nous nous rendons en Turquie pour l'apprendre et nous essayons de l'intégrer à la musique locale. Mais notre principale inspiration, c'est la musique traditionnelle turque, la musique classique turque. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Vous m'avez dit que votre clarinette était une clarinette turque. Elle a quelque chose de spécial. Elle est manifestement plus longue, plus courte. Elle a un autre son. C'est effectivement une clarinette turque sur la tonalité du sol. C'est beaucoup plus facile de jouer les intonations, les sonorités turques. C'est pour ça qu'il se marie avec plus de facilité avec le kanoun, mais aussi avec le luth arabe. Ok. Voilà. Harel, vous devez savoir que les relations entre Israël et la Turquie sont émaillées d'incidents plus ou moins graves. Est-ce que ça affecte votre travail? Et je voudrais savoir comment vous êtes perçu en Turquie. Vous êtes israélien et juif. Je tente autant que possible d'ignorer la politique parce que la politique c'est quelque chose de provisoire tandis que la musique est éternelle. Nous jouons une musique qui transcende les frontières et qui unit les peuples, qui unit les gens. Lorsque je suis en Turquie et que les Turcs viennent m'écouter, alors on sent cette communion entre les gens sans aucun rapport avec la langue que l'on parle ou l'horizon duquel nous provenons, c'est comme un mariage finalement. Vous jouez aussi dans les pays arabes? Non, nous ne pouvons pas pour l'instant, car nous avons des passeports israéliens et la politique est bel et bien là. Nous ne pouvons pas traverser les frontières avec nos passeports, mais nous essayons de faire de la musique sans aucun rapport avec la politique et avec le temps. C'est quelque chose d'intemporel. Alors la semaine dernière, avec le groupe Les Ottomans, vous avez joué dans un festival dans le désert du Negev, le festival de musique soufie. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la musique soufie? Je voudrais juste apporter une petite correction. Nous sommes rendus dans le Negev avec 24 musiciens. C'était un orchestre philharmonique turc. Et la musique soufie, c'est une musique qui a un rapport avec la musique turque. Voilà, le soufisme prend source dans la musique turque. C'est une musique qu'on utilise lors des cérémonies, des dervish Turner. C'est une musique traditionnelle turque. Et voilà donc le lien entre la musique soufie et la musique turque. Une petite question perso, vous avez tous les trois des noms très ashkénazes. Je voudrais savoir qu'est-ce qui pousse trois Israéliens juifs ashkénazes à s'intéresser à ce point-là à la musique ottomane, à la musique turque, à la musique du Moyen-Orient. Alors, tout d'abord, Yaniv, qui est à ma gauche, est d'origine turque, pour moitié. Je ne pense pas que si je portais un nom séfarade et que je jouais de la musique classique ou du rhythm and blues, on me poserait cette question. Il n'y a pas de rapport entre mon patronyme et la musique que j'aime jouer. J'ai une dernière question. Votre groupe s'appelle Les Ottomans. Vous avez une nostalgie de la gestion ottomane dans le Moyen-Orient ? Non, pas vraiment. À vrai dire, le nom, les Ottomans, au début, effectivement, il me faisait un peu peur, ce nom. Mais j'ai posé la question à mes amis turcs. Est-ce que ce nom est connoté? Est-ce qu'il a une connotation négative? Est-ce qu'il peut vexer? Est-ce qu'il peut affecter quelqu'un? On m'a dit que c'était bien, que c'était au contraire, qu'il y avait quelque chose de sympathique. La raison, c'est que nous jouons vraiment une musique qui vient de cette région. Et c'est une région qui a été dominée, vous le savez, par l'Empire ottoman. Merci beaucoup à tous les trois au groupe Les Ottomans. Vous êtes venus tout à l'heure enregistrer un morceau. C'est une reprise d'un classique turc de Refik Fersan. Voilà, on va terminer le journal de la culture avec vous. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. À demain, même heure.